Bonjour et bienvenue dans ce webinaire Sony sur la FX30. Je m'appelle Bruno Mas, je travaille dans la vidéo et la photo depuis de longues années. On va un peu couvrir ça ensemble, mais ici on va aussi parler de la vidéo et de ce que la FX30 vous offre. Donc cette caméra est un capteur APS-C, ça veut dire que c'est plus petit qu'une FX3 ou une FX6, ce qui veut dire que c'est compatible avec une gamme d'optiques APS-C que vous avez peut-être si vous venez de la série FS7, FS5, ou avec des optiques beaucoup plus compactes et légères si vous voulez faire du vlogging ou être dans un setup chez vous en YouTube, Twitch et autres. Ça vous permet d'avoir des optiques plus abordables et très légères, très compactes. Avant d'aller plus loin, je vais un peu plus vous décrire ce que je fais et qui je suis. Donc, comme je l'ai dit, je m'appelle Bruno Mas. Je travaille dans la vidéo de manière professionnelle depuis un bon moment maintenant. Je suis réalisateur sur des projets multicam. J'ai fait des after movies, j'ai fait des interviews, enfin tout ce qu'on a l'habitude qu'un vidéaste fasse. Mais j'ai aussi beaucoup travaillé avec des artistes, des cracheurs de feu, des acrobates et autres, en partenariat avec Sony pour la 7S3 par exemple. Voilà, ça c'est ce que je fais avec, de manière artistique, mais comme j'ai dit aussi, je travaille avec des orchestres pour filmer des concerts. Je filme aussi des événements hybrides, comme on appelle ça maintenant, après les années Covid, donc c'est du live streaming avec plusieurs caméras. Voilà, et j'adore utiliser le matériel Sony parce que ça me permet d'utiliser un système plein format, de faire confiance à l'autofocus et d'avoir un beau flou d'arrière-plan, comme vous pouvez le voir aujourd'hui avec cette webinaire. Donc dans les projets professionnels que je fais, je travaille essentiellement avec la FX6 ou avec la FX3 en fonction des projets, parce que chaque caméra a une spécialisation et une raison pour laquelle elle est mieux sur un domaine ou un autre. Mais aujourd'hui, on va parler de la FX30 qui, avec un gabarit très compact, offre d'autres possibilités. Alors, mon idée première quand j'ai eu cette caméra, c'est que je me suis dit, tiens, j'ai beaucoup de personnes, d'amis dans le monde professionnel qui se disent, qui ont investi dans une gamme d'optique APS-C et sur une FS7, une FS5 par exemple, qui sont des caméras APS-C de Sony, et qui se disent, bah, ok, c'est bien beau le plein format, mais qu'est-ce que j'en fais maintenant de mon parc optique? Je dois acheter un capteur plus grand pour utiliser qu'une partie, c'est pas spécialement intéressant. C'est là que la FX30 répond à cette demande, je trouve, ou potentiellement aussi des gens qui se disent, bah, je vais voyager un petit peu plus léger que du plein format, parce que aussi bien qu'on aime le plein format et le flou d'arrière-plan que ça produit, autant il faut compter que si on veut ce flou d'arrière-plan, il faut des optiques qui ouvrent fort, ça veut dire du verre, ça veut dire que c'est lourd. Donc les vloggers, par exemple, c'est aussi un point où cet appareil en APS-C avec des optiques plus légères est très intéressant. Aussi, je trouve, et j'ai personnellement recommandé ça à une connaissance qui fait beaucoup de streaming sur Twitch, hein, c'est un nouveau marché, que cet appareil répond à une demande aussi de compacité et de possibilités en streaming parce que, bah, un, c'est compact, deux, on a un ventilateur intégré qui ne s'entend pas bien sûr dans le micro, mais qui permet de streamer comme ça pendant des heures et avoir une fiabilité dont on a besoin dans ce genre de production. Donc on est sur un appareil qui répond à beaucoup de demandes potentielles et je pense que ça vaut la peine de couvrir les options ensemble. Donc pourquoi est-ce que vous auriez envie de passer sur une FX30 si vous venez de la gamme 6000 par exemple, qui est l'autre gamme APS-C ou Super 35 de Sony? Bah, déjà, ça veut dire que vous êtes intéressé par la production vidéo, que ce soit pour vous-même avec des vlogs ou si vous commencez à faire des vidéos un petit peu plus professionnelles. Voilà, il y a plein de petites raisons pour lesquelles on pourrait considérer cette FX30. C'est notamment l'ergonomie qui est beaucoup plus orientée vidéo. On a l'option d'enregistrer depuis l'avant avec un bouton ici à l'avant de l'appareil. Bien sûr, l'écran orientable qu'on peut donc mettre pour se filmer soi-même, mais aussi il faut penser qu'on peut beaucoup plus facilement filmer de manière verticale pour toutes ces vidéos qu'on voit sur Instagram et autres. Hein, c'est idéal, surtout que le poids de l'appareil permet très facilement de mettre ça sur des gimbals. D'autres raisons pour lesquelles on considère cet appareil un peu plus orienté vidéo, c'est essentiellement le body qui a donc plein de pas de vis qui permet en fait d'y visser tout type d'accessoires qu'on utilise dans la vidéo, comme un moniteur externe, mais aussi l'accessoire qui vient en kit ou si vous décidez de prendre le kit,
qui est la poignée XLR de Sony qui se visse ici au-dessus de l'appareil et qui permet une connexion XLR. Donc pour les pros de la vidéo, ça veut dire s'interfacer avec des ingénieurs son ou des gens qui sont un petit peu, qui débutent plus, etc. Pensez mariage, vous pouvez très facilement vous connecter à une table de mix d'un DJ par exemple, très facilement. Autre aspect de cette boîtier plus professionnel, ça veut dire qu'on a des talis, donc une petite lumière témoin qui s'allume quand c'est en train d'enregistrer et qui est en rouge, comme c'est connu en vidéo. Alors c'est super d'avoir ça quand on a la caméra qui est loin et qu'on n'est pas sûr que ça enregistre ou que ça c'est à arrêter. Par exemple, si on est sur un système de 2 caméras, on voit si elle est toujours en train de tourner ou non. Mais il faut savoir que si on est, par exemple, je reviens encore à l'exemple du mariage, en fin de soirée, quand il fait sombre, etc., on peut évidemment éteindre la talie. Comme ça, il n'y a pas de lumière qui est projetée dans une scène à de très basse luminosité. Une autre raison pour laquelle on pourrait vouloir passer sur la FX30 depuis la série A6000, on a toutes les avancées qui ont été faites de ces dernières années dans les appareils Sony, c'est-à-dire une plus grosse batterie, c'est-à-dire l'autofocus est encore plus performant, ça veut dire, comme je l'ai dit dans la présentation, que maintenant l'appareil est beaucoup plus fiable, il n'y a pas de problème d'overheating, donc de surchauffe, parce qu'en plus on a un ventilateur. Je le rappelle encore, qui ne s'entend pas. On peut même l'éteindre dans les menus si on veut vraiment pouvoir contrôler ça de manière plus précise, mais en mode automatique, ça fonctionne vraiment bien. Voilà, comme j'ai dit, il y a double carte aussi. Il y a la possibilité d'utiliser l'USB-C pour envoyer du courant à l'appareil et faire des captations de longue durée, ou du streaming aussi en le connectant à l'ordinateur. En premier, le boîtier a une utilisation beaucoup plus professionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non seulement on a un bouton à l'avant de l'appareil qui permet de s'enregistrer, donc ça c'est bien, mais tous les boutons sont pensés et sont nommés pour une utilisation vidéo. Donc on a le zebra, on a le picking en accès direct, on a aussi des pads vis qui permettent de visser des accessoires, des moniteurs externes, ou on a une connexion aussi directement sur l'appareil qui permet de connecter la poignée XLR de Sony qui peut être vendue en kit et qui permet de s'interfacer très facilement avec un ingénieur son ou avec une table de mixage. On pense par exemple si vous enregistrez un mariage et que vous voulez prendre la sortie audio d'un DJ, en général c'est en XLR et là vous avez directement une entrée XLR dans votre boîtier plutôt que d'avoir recours à des adaptateurs et tous les problèmes que ça peut engendrer. Cette utilisation professionnelle ça se voit aussi du fait de la talie, donc c'est une petite lumière rouge témoin qui dit que l'appareil est en train d'enregistrer. Ça peut être bien sûr éteint si on veut que l'appareil reste distrait dans un coin, qu'il est par exemple, comme on l'a déjà fait sur la scène d'un concert, caché dans un coin, comme ça on ne voit pas la lumière rouge, mais aussi justement, de temps en temps, si on a une caméra au plafond comme on l'a déjà mis dans un de nos concerts, c'est bien d'avoir la lumière rouge pour vérifier en levant les yeux au plafond, tiens, l'appareil est bien en train de fonctionner, toujours en train d'enregistrer sans avoir forcément besoin de tirer un câble HDMI de 50 mètres qui ne marchera pas jusqu'à votre écran. Donc c'est une assurance en plus, c'est une façon de travailler avec l'appareil qui est plus orientée à vidéo et toutes les petites options qui sont très appréciables. Voilà, et donc dans le menu, on a aussi une nouvelle option qui est disponible depuis la version 2 de la mise à jour de la FX3, qui est le mode CineAI. Pour faire ça, il faut aller dans le mode Shooting Log et ici, activer le mode Shooting. Nous avons donc le mode Log Shooting et dans ce menu, nous avons l'option de filmer en mode CineAI. Alors, sans entrer dans trop de détails, qu'est-ce que c'est le mode CineAI? Le mode CineAI, en fait, ça a l'air très compliqué, mais ça retire tous les problèmes qui peuvent arriver lors de la capture de la vidéo. Ça retire toutes les options où vous allez monter trop l'ISO et puis vous rendre compte que vous avez écrasé votre plage dynamique. Ça veut dire que la caméra va être verrouillée dans des modes. Vous n'allez pas pouvoir changer entre d'autres ISO que les ISO de base. Vous n'allez pas pouvoir changer d'autres réglages. Votre exposition, vous la faites uniquement avec l'ouverture et potentiellement un filtre ND que vous ajoutez. Ça veut dire qu'à tout moment, l'appareil va enregistrer la meilleure image possible. L'idée derrière ça, c'est de pouvoir travailler au mieux l'image en post-production. Donc vous devez travailler sur votre exposition à la capture pour ensuite avoir la meilleure image pour à travailler en post-production.
Ça a l'air un peu complexe quand on l'apprend en main la première fois, mais si vous essayez, vous comprenez un petit peu l'idée derrière, c'est beaucoup plus simple à utiliser en fait. La fonction dont j'ai envie de vous parler, c'est les options de live streaming. Parce que ça me tient à cœur évidemment, vu que j'en fais pas mal en multicaméra. Mais si vous avez envie de commencer ou d'un petit peu améliorer vos conférences sur Zoom ou Teams, etc., l'appareil peut servir de webcam. Il a un mode qui peut se mettre ou qui peut être reconnu par l'ordinateur comme une webcam, où ça se branche juste par un câble USB-C à l'ordinateur. Et vous pouvez donc commencer à streamer et utiliser toutes les options avancées de la caméra. Donc, vous pouvez avoir une image avec les couleurs dont on a parlé, en cinétone par exemple, c'est ma recommandation à utiliser pour ce mode, mais avec des options de flou d'arrière-plan. Vous pouvez commencer à utiliser des réglages en manuel pour vraiment régler votre image de la façon dont vous voulez et pas de la façon automatique qu'une webcam a tendance à faire et à un petit peu avoir sa propre volonté. Ici donc c'est non seulement pour les vidéos Zoom et Teams, mais je pense aussi à un nouveau type de marché qui s'est créé ces dernières années et qui a vraiment explosé. C'est, je pense, aux YouTubers, aux Twitchers, les gens qui veulent faire de la production en direct. J'ai eu l'occasion de parler et de recommander cet appareil à un Twitcher assez important qui a vraiment adoré le concept de ne plus avoir une carte de capture, etc., d'avoir juste l'appareil et surtout qu'il soit plus petit, plus compact et fiable. Ça fait, pour lui, c'est quelque chose de très intéressant. L'écran qui se retourne, il peut voir, etc. Tout ce qui se passe, si jamais il y a un changement dans la scène, pas besoin de regarder un moniteur externe et autres. Plus facile à régler, plus facile à installer et plus compact. Vous pouvez donc avoir ce système de mode webcam en Full HD. C'est l'Autofocus Assist qui est dans le menu mauve. Ici, vous pouvez voir toutes les options d'autofocus qui sont regroupées de manière logique. L'AF Assist, qu'est-ce que c'est? C'est une autre fonction de façon de mettre au point de manière manuelle ou complètement automatique. Ça veut dire que quand c'est off, l'appareil va mettre au point automatiquement. Tandis que quand je suis sur on, excusez-moi, voici, je vais attraper l'anneau d'autofocus de focus manuel, pardon, et je vais faire comme une focus manuelle, sauf que l'appareil va venir complémenter. Vous pouvez voir ici, je suis un petit peu en dehors de mon sujet, qui était ici l'arrière-plan. L'appareil a été faire les quelques centimètres de plus s'il fallait pour que mon arrière-plan soit net. Je vais reprendre en main l'anneau, je suis un petit peu devant l'appareil photo et l'appareil va venir mettre le point sur mon sujet, donc cet appareil photo ici sur le trépied. Vous voyez que ce n'est pas moi qui fais les derniers mouvements de mise au point. Ici, c'est flou et l'appareil vient complémenter. Mais ça permet d'être un supplément au focus manuel car ça utilise aussi les fonctions de l'automatique, mais avec une autre démarche. Et donc voilà, ça résume un petit peu ma pensée sur la FX30. Alors je viens d'un monde où j'utilise une FX6, une FX3, même une FX9. C'est des appareils beaucoup plus colossaux. Ça veut dire même la FX3 qui est le même type de boîtier a des optiques plein format. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est plus lourd au niveau des optiques, c'est plus de verre à transporter. Et dès qu'on commence à travailler sur des productions en multicaméra, c'est lourd, c'est beaucoup d'installations. Et c'est là que je vois un réel avantage à la FX30 aussi, non seulement parce que c'est plus léger, mais parce que le budget est plus important, surtout quand on doit les démultiplier. Avec toutes des options professionnelles, l'entrée audio XLR, le mode tally, les écrans qui se tournent, l'ergonomie. Pour moi, c'est une caméra qui vaut la peine d'être considérée, que ce soit dans une production professionnelle, déjà des gens qui ont l'expérience ou des gens qui veulent passer d'un appareil un peu plus orienté photo, mais maintenant un appareil plus vidéo pour vraiment faire du vlog parce que c'est léger, faire comme on a dit, du streaming parce qu'il y a ces possibilités, ou tout simplement se concentrer un petit peu plus dans la vidéo animalière, par exemple. Pour moi, c'est un appareil qui vaut la peine.